Là, ça va. Donc, et voilà. Excellent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des BPF de l'UEMOA, donc de la NES 1, qui fait état donc de la fabrication des produits pharmaceutiques stériles. Donc, vous vous souvenez, dans nos précédents lives, on avait parlé donc de la NES 3, de la NES 2, de la NES 3 qui fait office donc de la production des produits pharmaceutiques à base de plantes. On a vu des produits pharmaceutiques biologiques qui sont décrits donc dans la NES 2 et maintenant la NES 1 concerne la fabrication des produits pharmaceutiques stériles. Donc, comme vous le savez, je fais toujours cet avertissement. Le live du jeudi qualité fait partie donc des activités de formation de Mivado Global Performance et le contenu de cette formation est entièrement sous la responsabilité de Mivado Global Performance et de Kossi Monlé. Nous détenons le droit d'auteur et que nous savons que la formation ou le webinaire sera enregistré dans le domaine public. Cependant, nous réclamons de ce fait la paternité de ce webinaire. Donc, toute reproduction ou copie euh, doit être faite à des fins personnelles et non commerciales. Sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme je le disais, ce sont les BPF de l'UMOA, donc la NES 1 qui fait état de la fabrication des produits pharmaceutiques stériles. Euh, Dans ce webinaire, nous allons parler dans un premier temps euh, des BPF en tant que tels. Ça va être un bref aperçu pour se faire une idée, pour se rappeler donc de ce que c'est que les BPF au niveau de l'UMOA. Ça va être très bref. Ensuite, nous allons voir l'environnement de production des produits stériles, puisque c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi les produits stériles ont une, je dirais, provision assez spéciale. Quand je dis provision, je vais parler des règles assez spéciales en plus des BPF ou des principes des BPF que nous avons déjà. Après, nous allons voir les quelques techniques de stérilisation. Vous comprenez, produit stérile, stérilisation, ça va ensemble. Donc, c'est le procédé qui fait que les produits pharmaceutiques seront stériles à la fin donc, de la fabrication. Donc, c'est le procédé qui entoure ça, c'est la technique de stérilisation, la stérilisation. Euh, on va voir qu'on doit travailler de façon aseptique. Nous allons voir ça, comment travailler de façon aseptique et pourquoi on doit travailler de façon aseptique. Euh, on va élaborer un peu au niveau de contrôle qualité et de libération de l'eau. On va effleurer rapidement et puis on fera quelques conclusions après. L'objectif de cette présentation, d'abord, on veut identifier les exigences réglementaires des BPF de l'UMOA qui sont spécifiques aux produits stériles. Ensuite, on veut comprendre les principes fondamentaux donc, de la fabrication aseptique. Après, à la fin de cette séance, j'espère que nous allons reconnaître les risques de contamination et les mesures préventives associées que nous devons adopter lorsque nous travaillons dans un environnement contrôlé et dans un environnement aseptique. En fait, c'est exactement ça ce que nous voulons avoir. Donc, euh, c'est important de le souligner parce que ça fait partie donc, des éléments à avoir. Après, nous allons appliquer les bonnes pratiques d'hygiène et d'habillage en zone aseptique. Donc, on va essayer de notre côté d'avoir toutes ces règles-là et de les appliquer de façon convenable. Parce que
ça y va donc de la stérilité du produit et de la qualité des produits, en fait. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour assurer la qualité du produit et aussi pour s'assurer que nos produits ne sont pas contaminés, que ça ne, euh, ça ne devient pas un problème pour les patients. Donc, on veut assurer la sécurité des patients. Toujours, c'est le but. Un, la qualité du produit et de deux, la sécurité des patients. Ce sont les deux points principaux, les deux objectifs principaux des bonnes pratiques de fabrication. Rapidement, au niveau de l'introduction, nous allons voir que c'est vrai que les BPF, ce sont des principes. Donc, des exigences supplémentaires seront élaborées donc, pour les bonnes pratiques de fabrication et qui seront imposées finalement pour les opérations de production des stériles. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas les considérer comme des produits normaux, des produits, par exemple, on dit souvent le oral solid dosage, c'est-à-dire les produits solides oraux, les comprimés, etc. Ça, ce ne sont pas des produits stériles, mais les produits stériles vont au-delà donc des règles générales qui sont appliquées à ces capsules et puis à ces comprimés-là. Donc, les opérations aseptiques doivent s'effectuer dans des zones dans des zones d'atmosphère contrôlées. Donc, dans des zones contrôlées qu'on dit habituellement. Donc, l'environnement est contrôlé, l'air est contrôlé, tout est contrôlé. Donc, on assure un maintien. L'entrée dans ces zones se fait par des antichambres. Donc, ce sont des SAS qu'on va mettre en place et qui vont permettre de, de ségréguer la zone non propre, dite non propre, avec la zone propre, avec les salles propres. Donc, euh, c'est important de comprendre ces notions de salles propres. Pourquoi on dit les salles propres? Parce que euh, cet environnement est contrôlé et l'air est hautement de très haute qualité, ce qui fait qu'on va parler des salles propres. On verra plus loin quelles sont les caractéristiques de ces salles propres-là. Donc, l'entrée dans ces zones se fait par des sas où des matériels et des produits vont transiter euh, aussi à travers des sas, puisqu'on ne veut pas contaminer notre zone contrôlée. Donc, les zones d'atmosphère contrôlée ou les zones contrôlées ou les zones à environnement contrôlé sont maintenues à un niveau de propreté normalisé. Et ces zones-là sont alimentées en air passé à travers des filtres d'efficacité appropriés. Vous voyez? Donc, les filtres d'efficacité appropriés, normalement, dans l'industrie, on va utiliser des filtres EPA, donc HEPA, donc High Efficiency Particulate Air. Donc, ce sont des filtres assez spéciaux, fins, qui permettent de même d'éliminer des bactéries de taille de 1 micron. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que l'air dans ces zones-là est contrôlé. Le système de ventilation est dédié, spécifique à ces zones-là. Donc, les BPF de l'UEBOA pour les produits stériles euh, va décrire des exigences supplémentaires au BPF. Donc, à travers ça, on va avoir des opérations qui vont se faire dans des zones d'atmosphère contrôlée. Donc, ce qu'on a abrégé ZAC. Euh, donc, ce sont des zones d'atmosphère contrôlée. Et c'est très important parce qu'on veut assurer, n'est-ce pas, on veut éviter plutôt la contamination croisée de nos produits. C'est pour ça qu'à la fin du cycle, on fait une stérilisation pour s'assurer qu'on a éliminé la plupart des bactéries donc, et des micro-organismes donc, de notre produit. On veut, dans ces zones-là, dans ces atmosphères ou dans ces environnements de production stériles, il y a toujours une présence
SAS. Donc, les SAS, je viens de le dire, ce sont des antichambres qui séparent deux zones adjacentes. Donc, les salles de fabrication ne sont pas contiguës. Il y a toujours un SAS pour éviter que l'air d'une zone contamine l'air de l'autre zone. Donc, ça, ce sont des designs ou les conceptions au niveau de l'ingénierie qui permettent de faire ce genre de construction. Mivado est capable de vous faire ça, de vous designer tout ça et de faire les cascades de pression qui va rencontrer donc les spécifications de vos produits et des exigences réglementaires. Ici, les BPF aussi vont permettre de maintenir une propriété normalisée grâce à une conception assez spécifique. Donc, euh, c'est très normal euh, de voir ces genres de conception à travers donc, euh, euh, les BPF ou à travers des entreprises qui font du stérile. Ensuite, on va voir que euh, les axes sont alimentés en air passé à travers des filtres pas, comme je venais de le dire. Donc, c'est très important d'avoir ces caractéristiques au départ lorsqu'on fait une construction d'une usine pharmaceutique qui veut produire, n'est-ce pas, des stériles. Donc, il y a toute une disposition à prendre dès le départ au niveau de la conception du projet et même au niveau de la conception des équipements ou des procédés de fabrication. Donc, ce sont des choses essentielles qui s'ajoutent au principe des bonnes pratiques de fabrication que nous connaissons déjà. Okay? Donc, c'est à prendre au sérieux. Donc, ici, on va voir les principes fondamentaux donc, pour les produits stériles. Euh, Normalement, la fabrication des médicaments stériles va exiger des précautions particulières. Okay? Ces précautions visent surtout à minimiser les risques de contamination microbienne, okay, particulière ou pyrogénique. Donc, cette précaution repose, on va le voir, sur les éléments suivants. Il faut qu'on ait du personnel qualifié et formé. Ça, ce n'est pas nouveau parce que dans les principes de bonnes pratiques de fabrication ordinaires, on a déjà la formation du personnel, la qualification du personnel et la formation du personnel. Donc, ce n'est pas un élément nouveau. Mais ici, au niveau des stériles, nous allons mettre l'accent beaucoup plus là-dessus parce que c'est très important au niveau du stérile de s'assurer, écoute, quand bien même au niveau des BPF ordinaires, c'était déjà très important, mais ici, on voit qu'on va encore mettre l'accent là-dessus pour s'assurer, hors de tout doute, okay, que les personnes qui interviennent dans la fabrication de ces produits sont des personnes qualifiées et que ces personnes sont formées. Okay? On ne met pas n'importe qui les, sur le procédé de fabrication. Ensuite, on va voir que ça va nous prendre des locaux et équipements adaptés. Donc, on ne prend pas n'importe quoi pour faire ce genre de fabrication. Il faut que les locaux soient bien conçus, faciles à nettoyer et adaptés à la production des stériles. Il faut que les équipements soient bien conçus, faciles à nettoyer et adaptés à la production des stériles. Un troisième point, c'est des procédures et des contrôles validés. Évidemment, dans un environnement pharmaceutique, la base, okay, du système qualité, on va se le dire, ce sont les procédures. Et pour toute activité au niveau des pharmaceutiques, que ce soit biopharmaceutique ou nommez-les, ça prend toujours des procédures. Ça prend un document qui décrit comment on fait les choses, comment
on doit dérouler le tapis, ce qui déroule le tapis, quand il faut dérouler le tapis et pourquoi on déroule le tapis. Vous voyez, ce sont ces éléments-là qu'on va décrire au niveau de la procédure pour pouvoir assurer la reproductibilité donc des actions, des faits et de la fabrication elle-même, donc au niveau du procédé. Donc, et tout ça, ça doit être validé. OK? Là, c'est pour ça que la validation va jouer un grand rôle au niveau des bonnes pratiques de fabrication. C'est sûr que lorsqu'on le prend tel quel, c'est écrit, c'est une exigence, mais on va faire d'autres vidéos, d'autres lives pour expliquer ce que c'est que la validation pharmaceutique. Un quatrième et dernier point, c'est l'approche basée sur le risque. Okay? Ici, on veut dire tout simplement que tout ce que nous faisons doit être soutenu par une analyse de risque, que ce soit au niveau de l'approche qualité, au niveau des procédés, au niveau de la validation, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire on doit évaluer le risque que cela présente, puisque on sait qu'au niveau des risques, il y a des risques positifs et des risques négatifs. Les risques positifs, ce sont des avantages. C'est ça que nous voulons. On veut tirer profit de ces risques positifs. Et les risques négatifs, il faut trouver un moyen pour les atténuer. Okay? Il est essentiel de les atténuer ou alors de les éliminer pour ne pas avoir à contaminer le produit ou alors avoir une production qui n'est pas de qualité. Donc, ce sont les quatre plutôt éléments fondamentaux qui vont soutenir le système qualité, donc l'assurance qualité en tant que telle. Puisque l'assurance qualité ici, on l'a expliqué dans un live déjà, c'est c'est une fonction, c'est un regroupement, c'est le parapluie qui chapeaute toute l'usine, qui décrit les règles les, au niveau de la production, au niveau de la fabrication, au niveau des procédés. C'est le système qualité qui va assurer le maintien des procédures en tant que tel et qui va veiller à ce que les choses soient faites, que la réglementation, que l'usine rencontre la réglementation en vigueur. Ça, c'est le rôle du département de l'assurance qualité qui peut être dirigé par un directeur qualité ou un pharmacien ou un président ou vice-président qualité nommé tout ce que ça dépend de la structure organisationnelle de l'entreprise. OK? Donc, et là-dedans, il y en a qui vont inclure le contrôle qualité, il y en a qui vont exclure le contrôle qualité. Maintenant, la terminologie normale, c'est que on parle de système qualité. Et dans le système qualité, nous avons deux branches, l'assurance qualité et puis le contrôle qualité. L'assurance qualité va s'occuper de tout ce qui est système, c'est-à-dire la documentation, les procédures, etc., etc. Et le contrôle qualité va s'occuper des produits, c'est-à-dire des analyses sur les matières premières, les produits finis, les, les matériaux d'emballage, etc., etc., les matériels imprimés, etc., etc. Donc, c'est ça. Et c'est l'assurance qualité qui va définir les règles, comment est-ce qu'il faut les vérifier, tester, etc., etc. Donc, c'est de façon grosso modo ce que je veux dire par là. Donc, ici, les les différentes opérations de préparation des composants, telles que les récipients et les fermetures, de préparation du produit, le remplissage et la stérilisation sont effectuées dans des locaux séparés, donc à l'intérieur de la zone d'atmosphère contrôlée. Donc, ces locaux sont classés en quatre classes. Donc, on va les voir A, B, C, D. Et lorsqu'on voit la classe A, donc, quand on dit classe A ou grade A, cela dépend de la propriété de la salle. Okay? Et cette propriété de la salle vient de la qualité de l'air qui est injecté et aussi de l'opération que nous faisons dans cette salle-là. Ici, on va le voir que le grade A ou classe A, ce sont des zones où s'effectuent les opérations à haut risque. Donc, tout ce qui est remplissage aseptique, et manipulation des produits ouverts, parce que, rappelez-vous, nous sommes en train de parler donc des produits stériles. Alors, qui dit produit stérile dit pas de contamination,
dit il faut éviter la contamination croisée aussi. Donc, cela veut dire que la contamination croisée peut venir de l'environnement, ça peut venir de l'air, ça peut venir du personnel, ça peut venir de plein de choses, OK? De l'aérosol, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on prend des dispositions particulières pour assurer que le produit soit de qualité escomptée, qui n'entraîne pas de problèmes graves au niveau des patients. Donc, la classe A va être dédiée. On va voir tantôt c'est quoi la caractéristique de la classe A. Donc, va être dédiée à des manipulations à haut risque. Parce que tantôt, on a parlé au niveau des principes, des 4 principes donc, qui vont soutenir la qualité, le système qualité de ces produits. On a parlé de l'évaluation de risque. C'est là où ça intervient. Lorsqu'on fait l'évaluation de risque, on va voir que certaines opérations comme le remplissage, la manipulation, etc., sont des manipulations à haut risque. Donc, pour ces manipulations-là, on va les faire dans les classes A. Il y a ensuite la classe B, ou le grade B, l'environnement de grade B. Ce sont des environnements où, où ce sont des zones euh, de grade inférieur au grade A, c'est-à-dire pour les produits de préparation aseptique. Donc, généralement, la classe B n'est pas loin de la classe A. Donc, on va dire que c'est moins propre que la classe A, mais c'est déjà un niveau de propreté assez élevé. OK? Donc, et si on a une zone de classe A et une zone de classe B, les deux seront séparés par un sas, une antichambre. Donc, pour éviter que les deux zones euh, l'air des deux zones se croise. Donc, c'est pour éviter la contamination croisée entre les deux zones. Donc, c'est très important de faire ce genre de séparation. Ensuite viennent les deux autres, C et D, qui sont des zones propres pour des étapes moins critiques. Vous voyez, ça, c'est basé sur l'évaluation du risque, justement. Donc, pour avoir cette gradation au niveau des zones d'opération. Donc, ce qui veut dire que les données que nous allons recueillir de façon statistique euh, à travers l'Afrique ou alors à travers le monde vont préciser certaines incidences qui sont liées donc au défaut de stérilité des médicaments en Afrique de l'Ouest relativement. Euh, donc, ce sont des données qui vont être limitées aussi, puisque bon, on sait qu'en Afrique, il y a peu de statistiques parce que je voulais donner des exemples ici au niveau des statistiques. Mais bon, on va voir ce que nous avons. Donc, d'abord, on sait que sur le plan opérationnel, il y a une absence de système de pharmacovigilance robuste dans certains pays. Donc, cela peut jouer sur le recueil des données au niveau statistique pour illustrer de façon adéquate donc les propos. Euh, il peut y avoir aussi la sous-déclaration donc des incidences. Donc, les gens ou les acteurs ne déclarent pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de structure en place, il n'y a pas de système de pharmacovigilance assez robuste. Donc, vous voyez que la déclaration peut ne pas se faire au niveau des incidents qui se sont produits avec la stérilité des produits. D'ailleurs, rares sont les pays en Afrique de l'Ouest qui produisent des produits, qui fabriquent des produits stériles, je veux dire. Donc, on peut les citer au bout de nos doigts de toute façon. Il y en a pas, il y en a très peu. La plupart des produits, on a vu dans d'autres lives que l'Afrique va importer plus de 90% donc, de ces médicaments. Donc, je vois mal comment est-ce que nous pouvons avoir des données statistiques sur les incidences liées donc, aux produits stériles. Ben, ça, il peut y en avoir. Donc, nous avons aussi la difficulté à établir donc, euh, des liens de cause entre certains événements indésirables
et les défauts de stérilité, évidemment. Tout ça, c'est lié. Si on n'a pas de structure en place, si on n'a pas de bonne façon de recueillir les données, etc., etc., il peut y avoir, euh, il peut y avoir un, comment dirais-je, un écart entre les incidents et les causes qui les ont produits. Enfin, il y a le manque d'harmonisation des systèmes de collecte de données entre les différents pays. Évidemment, on l'a déjà souligné dans d'autres lives que ce sont des défis qui sont liés donc, à la problématique donc, de la fabrication pharmaceutique en Afrique et que c'est maintenant qu'on essaye de créer des zones libres d'échange et puis d'harmoniser la réglementation entre les pays et d'avoir des instances sous-régionales qui vont gérer toute la réglementation, qui vont harmoniser la réglementation. Vous pouvez aller voir les autres lives, surtout, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier sur l'harmonisation de la réglementation en Afrique. On en a parlé euh, euh, de long à large dans ce live-là. Donc, c'est très important au niveau de l'Afrique de l'Ouest de savoir que il y a des études euh, qui ont été faites. Par exemple, l'étude régionale de l'UEMOA de 2019 à 2022 qui va relater quelques faits. Donc, selon ces informations, donc environ 3 à 5 donc, des lots de produits stériles inspectés présentaient des non-conformités critiques. OK? Donc, les non-conformités critiques, cela dit que les produits ne sont pas de bonne qualité, il faut se le dire. OK. Donc, et puis les injectables étaient les formes les plus concernées à hauteur de 70% des cas. Donc, on a un sérieux problème donc, de la mise en pratique donc, des règles de bonne pratique de fabrication. Et ça en dit long, hein, sur la fiabilité donc, de nos opérations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça peut se corriger. Donc, c'est une question de volonté, de temps et du budget, de sous. Donc, ce ne sont pas les entreprises qui manquent. La preuve, Bivado Global Performance est sur le terrain. Donc, ce sont des choses que Bivado Global Performance peut vous aider à, à corriger rapidement à moindre coût, à moindre coût. Donc, l'autre élément, c'est le rapport consolidé des autorités nationales. Évidemment, ce rapport qui a été produit entre 2018 et 2023, on a recensé près de 120 alertes de qualité concernant des problèmes potentiels de stérilité qui ont été émises donc, dans les pays de l'UEMOA. Vous voyez? Donc, on sait que l'essentiel des produits biologiques sont produits à Dakar ou au Sénégal, avec l'Institut Pasteur, entre autres. Mais il y a d'autres entreprises, par exemple au Ghana et puis au Nigeria. Donc, ce sont les pôles qui sont assez développés où on dénombre plus d'industries pharmaceutiques que dans les autres pays francophones. Donc, il faut déjà, en 2018-2020, 2023, on a 120 alertes. Donc, c'est beaucoup. Et environ 40% de ces alertes ont conduit à des rappels de l'eau. Donc, c'est énorme. Lorsqu'on dit rappel de l'eau, c'est-à-dire le lot est suspendu pour la vente. Hein, donc, on le retire des tablettes, on le retire donc des pharmacies, etc., etc. Du coup, ça peut créer une pénurie si il n'y a pas des stocks de remplacement. Donc, ce sont des éléments qu'il faut surveiller. Ensuite, d'autres données. Donc, au niveau des causes maintenant qui sont identifiées, donc les principales, on va parler dans le détail. Donc, on va parler donc des défaillances des systèmes de filtration stérilisants. Vous souvenez que au début, j'avais parlé donc de procédés de stérilisation, puisque nous sommes dans le cadre de production des stériles. Alors, qui dit production des stériles dit
faire attention donc à cette phase finale de stérilisation. Donc, s'il y a contamination à la fin de la stérilisation, c'est que le procédé de stérilisation n'est pas fiable. Donc, c'est un élément important. Donc, ici, on dénomme 22% des cas. Vous voyez, donc entre 2018 et 2023. Ensuite, on dit une autre cause, c'est le non-respect donc des procédures aseptiques. C'est grave parce que les BPF, ça doit être respecté de long en large. Euh, donc, il n'y a pas raison de couper les coins, etc., etc. Donc, lorsqu'on fait un faux pas quelque part, ça se traduit dans tout le système. Et les autorités n'ont pas confiance en votre usine, n'ont pas confiance en votre procédé, n'ont pas confiance donc à la qualité du produit en bout de ligne. Donc, il faut faire attention de mettre toutes les chances de son côté d'appliquer euh, de façon adéquate les bonnes pratiques de fabrication au niveau des produits aseptiques. Donc, ensuite, il y a des problèmes d'intégrité des conditionnements. Donc, c'est vrai que le remplissage à la fin ou alors le conditionnement des produits stériles, c'est assez spécial. Tout se fait dans des conditions, je dirais, stériles, donc dans des zones propres. Donc, s'il y a un incident quelque part, un défaut ou une non-conformité par rapport à un paramètre critique, c'est sûr que le conditionnement ne sera pas assez, euh, je dirais, ne va pas rencontrer les exigences voulues. Donc, il est important de s'assurer que les éléments sont quand même les paramètres d'opération sont optimales et puis qu'on respecte les règles au niveau des bonnes pratiques de fabrication. Maintenant, nous allons voir les conséquences. Donc, vous voyez qu'on est parti des études, on a vu les rapports, on a vu les causes qui peuvent sous-tendre ces non-conformités, maintenant les conséquences sanitaires qui sont documentées. Donc, les études montrent que plusieurs cas d'infection nosocomiale ont été associés à des produits présentant donc des défauts de stérilité. Des défauts de stérilité. C'est tout à fait normal parce que, un, on fait la production, éviter, euh, c'est pour éviter, n'est-ce pas, la contamination. C'est pour éviter la contamination croisée par d'autres bactéries, c'est ça. Donc, si après stérilisation, on a encore des bactéries ou alors des micro-organismes qui sont présents dans votre produit, cela veut dire que le travail, franchement, ça n'a pas été concluant. Donc, il y a matière à réflexion. Aussi, des cas de septicémie ont été rapportés suite à l'administration de produits parentaux contaminés, parentéraux contaminés. Donc, les produits parentéraux sont des produits qu'on injecte directement dans le système, dans l'organisme. Euh, Ça peut être des sérums, etc., etc. Donc, on ne veut pas avoir des corps étrangers dans notre sang. Donc, la septicémie, c'est ça. C'est lorsque les bactéries nocives vont attaquer le système sanguin. Donc, on parle de septicémie. Donc, c'est grave. Donc, c'est pour ça qu'on a une observation assez critique au niveau des produits stériles. On doit être euh, très à l'alerte donc des procédés de fabrication par rapport à la réglementation et le suivi des bonnes pratiques de fabrication qui sont implantées, qui sont suivies aussi au niveau donc, de la production de ces stériles. Effort d'amélioration, évidemment, on va voir que face à ces statistiques, plusieurs initiatives ont été mises en place, en l'occurrence le renforcement donc, des inspections ciblées sur les produits stériles. Ici, ce sont des choses qui ont été élaborées par l'UEMOA et l'Agence africaine non, l'Organisation africaine pour la santé, OAS, OAHO.
Donc, ce sont les instances de l'UEMOA et de la CEDEAO qui vont superviser la production pharmaceutique donc dans la zone UEMOA. Donc, ils vont renforcer leur inspection euh, pour s'assurer que les entreprises obéissent aux bonnes fabriques de fabrication. Ensuite, on va voir que on va mettre en place des programmes de formation BPF spécifiques pour les fabricants locaux. Vous voyez pourquoi la formation au niveau des pharmaceutiques est très importante. On s'assure toujours que les gens soient formés. Nul n'est censé ignorer la loi et que généralement les BPF, ce sont des lois dans la majeure partie du monde et que nous sommes tenus de connaître sur le bout des doigts les bonnes pratiques de fabrication. Il y en a qu'un seul document de bonnes pratiques de fabrication qui va contenir tous les cas de figure, donc des bonnes pratiques de fabrication, comme le cas des bonnes pratiques de fabrication de la zone UEMOA. Donc, on renforce la formation. On va adopter donc des référentiels harmonisés au niveau de l'UEMOA. Effectivement, c'est quoi ces référentiels-là? On peut les nommer. Il y a les référentiels qui vont provenir de l'Organisation mondiale de la santé. Il y en a qui vont provenir des différentes pharmacopées, puisque les différentes pharmacopées, ce sont des règles prescrites qui sont fiables, qui ont traversé le temps et qui permettent aux entreprises de travailler de façon confiante et de faire euh, des analyses ou alors des procédés basés sur des référentiels. Donc, c'est ça que les gens vont utiliser pour pouvoir s'assurer, ou l'UMOA en l'occurrence va utiliser pour faire ces inspections et pour former les acteurs euh, au niveau de la production des produits stériles, en fait. Et en quatrième position, on va voir que l'UMOA va tenter d'améliorer les systèmes de surveillance post-commerciale. Donc, c'est très important au niveau de l'Occident ou alors du Nord-américain. On fait toujours une surveillance post-commerciale et normalement, euh, chaque entreprise devait avoir un système de pharmacovigilance en place et c'est à travers le système de pharmacovigilance qu'on va faire la surveillance post-commerciale parce qu'il ne suffit pas juste de vendre son produit et d'aller dormir. Dire que ben, je vends mon produit et puis fini, that's it, basta. Non, 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 non. Vous devez rester éveillé, suivre le produit parce qu'il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir des réactions indésirables et vous êtes tenu de répondre puisque jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le propriétaire du médicament et ce médicament il y en a qui ont des effets indésirables. Alors, la pharmacovigilance, le rôle de la pharmacovigilance, je crois qu'on peut faire un live là-dessus aussi pour détailler un peu plus ce que c'est, va s'occuper donc de toute la surveillance au niveau des effets indésirables, des réactions indésirables, etc., etc. Donc, c'est aussi un boulot en soi, c'est aussi un département en soi et qu'une seule personne ne peut pas faire. Donc, il y en a qui se spécialisent en, en pharmacovigilance, vous voyez. Donc, c'est un service aussi que Mivado offre pour ceux qui sont intéressés. Alors, il est important de noter que ces données doivent être, c'est-à-dire les données de pharmacovigilance ou alors des audits ou des inspections faites par l'UMOA doivent être interprétées avec prudence car elles ne représentent probablement pas toute la réalité. Donc, ce n'est qu'une partie des incidents réels qui ont été observés. Vous savez qu'il est très difficile dans un système informel d'avoir des statistiques viables. Donc, c'est pour ça qu'on veut prendre ces données-là avec des pincettes. Donc, par contre, les efforts pour améliorer la collecte des données et renforcer les systèmes de notification sont en cours dans plusieurs pays de la région. Donc, voilà, et c'est pour ça que je parle des pharmacovigilances. Je crois que
Je vais prendre la décision aujourd'hui de faire un live sur la pharmacovigilance parce que ça viendra compléter justement ce que nous sommes en train de dire ici. Euh, c'est avec la pharmacovigilance et tous les systèmes qu'on va mettre en place, les inspections, etc., qui permettent de recueillir des données pour s'assurer que la fabrication des stériles se fait, oui, dans de bonnes conditions et que les produits sont sûrs et efficace pour la population. Alors, ce qui nous amène à parler donc de l'environnement dédié, dont on a parlé tantôt des environnements contrôlés, des zones d'atmosphère contrôlées, etc., etc. Donc, environnement de production de produits stériles. Il n'est pas euh, innocent de considérer ici que ces zones sont propres. C'est pour ça que des fois, dans certaines littératures, on va parler donc des salles propres ou des zones propres ou des zones contrôlées. Donc, tout ça, ce sont des synonymes. Hein. Donc, ça dépend des juridictions, etc., etc. Mais ici, vous vous souvenez qu'on a parlé donc de la classification des salles au début, on a parlé de grade A, B, C, D, c'est exactement ça. Donc ici, on voit bien les opérations, on voit bien les paramètres qui définissent, n'est-ce pas, ces zones-là, ces aires-là, aires avec ES. Donc, ce sont des salles ou des environnements qui ont des particularités. Donc, leurs caractéristiques au niveau de la propriété ou la qualité de l'air qui est injecté là-dedans. Ici, on parle donc des particules, OK, euh, qui sont de différentes tailles, qui doivent se retrouver dans l'air qui circule dans ces zones-là. Si nous prenons au repos, OK, la classe A, donc, on nous dit qu'on doit avoir le nombre maximal de particules par mètre cube de taille égale ou supérieure à 0,5 ou 5 microns. Donc, dans une classe A, il faut qu'on en dénombre moins que 3500. OK? Et que pour les tailles supérieures à 5 microns, ben, c'est zéro. On ne doit même pas y en avoir. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce sont euh, non, oui, c'est ça, c'est zéro. Donc, ce sont des conditions particulières. Et ça, on ne peut pas le faire avec un système de ventilation ordinaire, vous voyez. Donc, ça prend un système de ventilation dédié, taillé sur mesure avec des filtres épais. Donc, les filtres à haute capacité de filtration. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que la classe A, donc les particules qui sont entre 0,5 et 5 microns, on doit en dénombrer euh, moins que 3500. Plus, on est en non-conformité. Donc, moins au repos. Et zéro pour les particules qui sont supérieures à 5 microns. Maintenant, lorsqu'on est en opération, c'est qu'on est en activité. Il y a des gens dans la salle, une ou deux personnes qui travaillent. OK? C'est pour ça qu'on dit en opération. Au repos, c'est qu'il n'y a personne dans la salle et les machines ne travaillent pas. Les machines ne sont pas en activité. Donc, au repos, on doit dénombrer 3,5, 3500 particules, le nombre maximal, et zéro au niveau des particules supérieures à 5 microns. Maintenant, en opération, lorsqu'il y a une ou deux personnes dans la salle et que les machines sont en activité, on doit dénombrer 3,5, 3500 pardon, pour les 0,5 à 5 microns et zéro pour les particules A. Vous voyez que c'est très critique. Alors qu'on sait que l'humain déjà perd des particules, même quand on ne travaille pas, même un humain statique va perdre au niveau de la desquamation de la peau, va perdre beaucoup de particules. Et en plus de ça, et lorsque les machines travaillent, ça génère des fines particules et que lorsque l'on bouge dans la salle, ça génère des fines particules. Mais la réglementation nous oblige à maintenir les niveaux de propriété de la salle
à ces valeurs-là. Donc, c'est très strict, la classe A. Par contre, la classe D, c'est la classe que nous utilisons habituellement pour fabriquer les produits non stériles. La classe D, par exemple, les comprimés, les capsules non stériles, etc. Les produits de santé naturelle en général, tout ça là vont souvent, en tout cas en Occident et en Amérique du Nord, seront produits dans des zones de grade D ou de classe A ou de classe D. Voyez? Donc, la classe D ou grade D, donc ici, on tolère jusqu'à 3 500 000 le nombre maximal de particules qui sont comprises entre 0,5 et 5 microns et 20 000 pour les particules supérieures à 5 microns lorsqu'on est au repos. Et lorsqu'on est en opération, ben, ce n'est pas défini tout simplement. Donc, c'est plus tolérable, ok, comme paramètre au niveau de la propriété de l'air que la classe A. C'est pour ça que quand j'ai introduit, j'ai dit que la classe A, euh, c'est dédié à des zones contrôlées où se déroulent des activités à haut risque, qui veut dire tout ce qui est manipulation des produits à air ouvert. Ce sont des produits qui sont stériles, je vous le dis, je vous précise ça. Puisque c'est stérile, il faut que l'environnement soit de haute qualité au niveau de sa propriété. C'est pour ça que ces activités vont se dérouler dans des zones qui sont classées A par rapport aux autres. Donc, entre les deux, donc, vous voyez, il y a le B, il y a le C avec des valeurs différentes. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais vous pouvez, le live sera reposté. Donc, si vous avez envie d'aller savoir un peu plus, il y a aussi l'Internet que vous pouvez, ou alors, pas l'Internet, mais vous pouvez aller directement dans chercher sur Internet les bonnes pratiques de fabrication de l'UMOA, tout simplement. Donc, tout est décrit là-dedans. Donc, vous n'allez pas vous tromper. Et pour avoir plus d'informations sur les autres grades, etc., etc. Donc, les bonnes pratiques de fabrication au niveau de l'UMOA, donc, définit déjà un système de classification des salles propres similaire aux standards internationaux. Donc, tout ça, c'est du copier-coller donc des bonnes pratiques de fabrication de l'OMS ou des zones bonnes pratiques de l'Europe, de l'Union européenne, etc., mais adapté au contexte régional africain. Donc, cette classification que vous voyez là est particulièrement importante pour la classification des produits, pour la fabrication des produits stériles. OK? Donc, ça. Donc, au repos, c'est l'installation complète avec équipement en place, mais sans personnel présent. Et en activité, comme je l'ai expliqué, c'est l'installation au fonctionnement avec le nombre spécifié de personnes travaillant. Donc, on n'attend pas au repos donc, la situation d'une installation complète avec son équipement. Donc, tout simplement. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur la classification des salles. Ensuite, je crois que oui, c'est ça. Je suis loin. Non, je me perds dans mes slides. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Donc, les zones critiques à très haut niveau de propriété, on a vu tantôt, hein, c'est tout ce qui est le grade A, donc avec ses particularités. Donc, vous voyez que les concentrations sont assez euh, pointues, donc comme je l'ai expliqué. Mais par contre, au niveau de la contamination microbiologique, vous voyez, c'est inférieur à 1 unité euh, formatrice de colonies par mètre cube. UFC, c'est sa unité formatrice de colonies. On dit euh, en anglais, c'est CFU. OK? Donc, c'est inférieur à 1. Inférieur à 1, cela ne veut pas dire que c'est zéro. Hein? Donc, mais cela ne veut pas dire que c'est 1 non plus. Donc, inférieur à 1, tout simplement. Donc, c'est hyper contrôlé, cette zone de grade A. OK? Vous voyez que même au niveau microbien,
c'est quasiment inexistant. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Donc, cette zone est souvent utilisée, comme on l'a dit déjà, donc des opérations à haut risque et généralement assurée par un flux d'air laminaire ou isolateur. On reviendra sur les flux laminaires et puis ça, c'est au niveau du système de ventilation qu'on définit ça. Ensuite, il y a le grade B. Donc, je vais passer rapidement puisque j'ai déjà expliqué les paramètres critiques au niveau de l'air. Donc, je vais aller rapidement avec ça. Donc, le grade B, c'est l'environnement immédiat qui suit le grade A, évidemment. Donc, et là, vous voyez que la contamination microbienne ou microbiologique est inférieure ou égale à 10 UFC par mètre cube. Ça, ce sont des unités de mesure au niveau de la formation des colonies de bactéries, UFC. Donc, c'est comme ça on va les quantifier. Vous voyez qu'au niveau, la différence avec le grade A, donc le grade A, c'est inférieur à 1 UFC par mètre cube, avec le niveau des particules viables euh, et au niveau des particules non viables, ce sont les particules qui sont, je dirais, solides, etc. On a les spécificités qui sont là pour les 0,5 microns et puis les 5 microns. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a le grade C. Le grade C, bon, ici, vous avez tous les niveaux de particules, que ce soit au repos ou en activité, okay, qui vont définir le nombre maximal de particules qu'il faut avoir au niveau de ces zones-là. Ensuite, au niveau de la contamination microbiologique, on va être au niveau de inférieur ou égal à 100 UFC par mètre cube. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans le grade, le niveau de contamination augmente, hein, vous avez vu. Donc, cela veut dire que la classe A est une zone hyper propre par rapport aux autres classes, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Et selon les activités, donc, on va choisir classe A ou la classe B ou la classe C ou la classe D pour faire nos opérations. Donc, qui dit classe hyper propre dit aussi que ça prend beaucoup d'investissement pour soutenir cette classe-là parce que ça va coûter cher au niveau de l'énergie, au niveau du système de ventilation et tout et tout. Donc, c'est important de s'assurer que toutes ces classes-là sont bien conçues et aménagées pour pouvoir faire les opérations dont on a besoin. Euh, la classe D, c'est la classe, on a dit, hein, qui est souvent dédiée pour les opérations non stériles. Donc, c'est zone propre pour les étapes présentant un risque plus faible. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de risque, donc un risque plus faible. Euh, donc, on va voir que les concentrations maximales admissibles de particules sont de 3 520 000 pour les 0,5 microns, etc., etc. Donc, au repos et non défini au niveau des activités. Il n'y a pas d'exigence particulière, etc. Donc, et le niveau de contamination microbiologique, c'est 200 UFC par mètre cube. Vous voyez que là, on est lousse. 200 UFC, c'est quasiment ce qu'on tolère au niveau de ces produits-là aussi. Donc, ou alors 100 des fois. Donc, ça dépend des produits. OK? Donc, voilà différents grades que nous avons au niveau donc, de la production des stériles. Je voulais faire juste une petite parenthèse ici pour vous montrer donc les flux. Lorsqu'on parle de flux turbulents, de flux laminaires, etc., qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, les zones atmosphériques contrôlées destinées à la fabrication donc, des produits stériles sont classées selon les qualités d'environnement requises. Ça, on l'a vu. Chaque opération de fabrication requiert un niveau d'opération de propriété de l'environnement approprié de façon à réduire le risque de contamination particulière et microbiologique des produits et des matières manipulées. Donc, c'est pour ça que on va designer le flux d'air en
fonction donc des activités qu'on va effectuer dans la salle. Donc, afin de satisfaire aux conditions requises en opération. Ces zones sont conçues de manière à atteindre un niveau défini de propriété de l'air au repos. Donc, quand il y a du flux turbulent, donc généralement, c'est pour les zones qui sont de classe ISO 6 à ISO 9. Ah, ça, c'est un terme nouveau, hein? ISO 6 à ISO 9. OK? Donc, parce que ISO 6 à ISO 9 va correspondre à peu près à la classe D, à la classe ouais, D, peut-être B aussi qu'on a vu tantôt. Mais je vais vous expliquer ça tantôt, je vais vous montrer ça tantôt avec une autre, une autre diapo qui fait une comparaison entre les différentes catégories des classes. Parce que les classes A, B, C, D, ça c'est ce que les BPF nous montrent. Et puis il y a la norme ISO 14644 qui est dédié à l'environnement et à la classification des salles. Donc, dans ISO 9000, ISO 14644, il y a la ISO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour décrire les propriétés des salles aussi. Donc, c'est pour ça qu'ici, on nous dit que pour des flux turbulents, c'est-à-dire le flux turbulent, c'est la direction de l'air, hein, qui sont propulsés par les systèmes de ventilation. Voilà, donc c'est turbulent. Cela veut dire que le sens de la distribution est dans tous les sens. Donc, il n'y a pas un sens privilégié ou quoi que ce soit. Donc, tout est mêlé. Donc, ça crée une turbulence. Donc, ça, c'est pour assurer la propriété de cette salle de classe ISO 6 à ISO 9. Par contre, pour obtenir des qualités d'air, il convient d'utiliser les méthodes normalisées par les autorités nationales. Il est à noter que pour atteindre les classes d'air de grade B, C, D, le nombre de renouvellements d'air doit être adapté à la taille du local, à l'équipement ou au personnel présent. Il est généralement nécessaire d'avoir au moins 20 renouvellements d'air par heure dans un local présentant un bon schéma aéro, aéro, aérolique. OK? Et équipé pour les classes B et C des filtres terminaux à haute efficacité pour les particules de l'air, donc des filtres EPA dont on a dit. Donc ici, vous voyez qu'il y a une direction au niveau de la salle. Les lignes bleues là, cela veut dire que ce sont des flux laminaires, donc il n'y a pas de brassage de l'air dans cette salle-là. L'air est dirigé de bas vers le haut, et ça c'est cool. De bas vers le haut, et ça c'est cool. Donc ça c'est le flux laminaire, comparativement à ce qu'on a vu ici qui est turbulent. Donc l'air n'a pas de sens particulier, donc ça va créer une turbulence au niveau de la salle. C'est une stratégie, OK, que les ingénieurs vont mettre en place en fonction des activités ou des opérations stériles qui se déroulent dans la salle. Et tout ça, ça dépend du nombre de personnes qui travaillent, l'équipement, etc. Et on va designer de façon générale qu'il y ait 20 changements d'air par heure. Le changement d'air dans une salle, vous voyez qu'il y a l'entrée ici et il y a la sortie ici. Donc, il faut que toute l'air ici soit renouvelée 20 fois à l'heure. C'est ça, ça veut dire le taux de changement d'air à l'heure. OK? Et ça, c'est un paramètre très essentiel au niveau du design des systèmes de ventilation. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez nous rejoindre dans nos ateliers de formation qui auront lieu euh, en octobre prochain. Donc, on va parler du design des salles aussi au niveau des transferts des technologies. Ça me ferait plaisir d'aller plus en détail avec vous en ce moment-là. Donc, ce sont des techniques d'ingénierie et d'application des bonnes pratiques de fabrication, tout ça mélangé qui vont produire des salles contrôlées qui vont servir à faire la manipulation ou les opérations aseptiques. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, comme promis, voici
la comparaison au niveau donc, des différentes normes qui existent au niveau de la classification des salles. Vous voyez qu'au niveau de l'OMS, donc on va parler de classe A, B, C et D. Et au niveau des États-Unis, leur ancienne norme, la norme E209, il va parler de M3.5, donc pour identifier donc les différentes classes selon leurs propriétés. Et vous allez voir que on place de classe 100, de classe 10 000, de classe 100 000 toujours au niveau des États-Unis. Donc, ce sont les différentes normes. Bon, normalement, on n'utilise plus ça. Ça aussi, ça tend à disparaître, mais il y a toujours de la vieille école qui veut toujours utiliser le système, par exemple, le système métrique, le système impérial, je veux dire, puisque on va parler de inches, etc., etc. Mais par contre, ce que nous utilisons aujourd'hui comme norme, c'est l'OMS au niveau de l'UEMOA et aussi la norme ISO, parce que ISO, c'est le système de normalisation internationale. Donc, si vous êtes conforme à la norme ISO, à la norme de l'OMS, vous êtes bon. Normalement, il n'y aura pas de problème. Donc, même au niveau de l'Union européenne, il parle aussi de classe A, B, C, D. Donc, c'est copie conforme donc avec la norme de l'OMS. Donc, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on parle de classe 5 A, B, C, D, au niveau de la norme, la correspondance au niveau de la norme ISO, donc c'est ISO 5 qui correspond à la classe A qui est la plus sévère, ISO 4, ISO 5 pour B, ISO 7 pour C, ISO 8 pour la classe D. Vous allez voir que les autres ISO, ISO 4, 3, etc., vont servir dans des conditions particulières. Aussi pour l'électronique, on va aussi, puisque la norme ISO 14644 va s'appliquer aussi à des salles dédiées pour l'électronique. Vous savez que pour faire l'électronique, ça prend un environnement propre aussi. Donc, hyper propre même. Il n'y a pas un grain de poussière dans ces endroits où lorsqu'on fait de l'électronique pointue, là, je vais dire. Donc, c'est aussi un environnement très, très, très propre. Donc, voilà la comparaison des différents systèmes de classification des zones d'atmosphère contrôlée. Donc, ben, c'est juste un exemple parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller voir, chercher sur Internet tous ces éléments-là et les lire, les peaufiner, etc. Mais pour ce qui concerne le live d'aujourd'hui, c'est l'élément essentiel à savoir. Savoir qu'il y a quatre grandes classes au niveau de la fabrication des stériles, classe A, B, C, D, avec leurs particularités au niveau des caractéristiques, la propriété de l'air et puis la contamination microbiologique. Donc, euh, c'est ça. Donc, les informations détaillées relatives aux méthodes de détermination de la propriété microbiologique et particulière de l'air, des surfaces, etc., ne sont pas données ici. Mais par contre, les références nécessaires se trouvent dans des divers guides, dans des pharmacopées européennes, japonaises ou américaines, ou dans la documentation établie par le Comité européen de normes ou l'organisation de standardisation ISO. Donc, vous pouvez aller voir et puis les consulter au besoin. OK? Donc, ce qui nous amène à parler donc quelques applications pratiques selon les produits. Pour les produits stérilisés, donc en finale, donc on va voir que euh, la préparation des composants et de la plupart des produits vont se faire dans des grades C minimum. OK? Ça, c'est l'exemple typique. Alors que le remplissage des produits à risque particuliers vont se faire dans des grades A, dans un environnement de grade B. Pourquoi A dans B?
parce qu'il y a certaines manipulations qui sont faites dans des isolateurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les isolateurs, ou alors comment on appelle ça, ce ne sont pas des cabinets, mais ce sont des isolateurs où l'environnement est de grade A, mais l'appareil lui-même se trouve dans un grade B. Donc, normalement, il y a un sas pour faire passer la matière, etc. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Dommage, je n'avais pas pensé que ça serait abstrait et ici à comprendre, mais comprenez que c'est A dans B, grade A dans le grade B. En fait, l'équipement est de grade A qui se trouve dans une zone contrôlée de grade B, tout simplement. Donc, c'est ça qui fait le A dans B. Donc, on va faire le remplissage dans A et qui se trouve dans B. Ensuite, on voit que des manipulations des matières premières et composantes stérilisées par filtration vont se faire dans A, mais qui se trouvent dans un environnement B aussi, parce qu'on ne veut pas avoir de contamination. Et les manipulations de matières premières et de composants stérilisés par d'autres moyens vont se faire dans des grades C minimum. Vous voyez? Donc, tout dépend donc de l'évaluation de risque qu'on va faire et voir le niveau de conformité qu'on cherche aussi et aussi voir si on fait ça dans un grade D, est-ce que le produit sera bon? C'est une question à se poser lorsqu'on fait l'évaluation de risque. Donc, si on fait dans B et que c'est pas bon, donc, ou dans D, c'est pas bon, il faut aller dans un grade, dans une classe supérieure, dans A, donc qui va éviter toute contamination microbienne. Au niveau des exigences de surveillance, on va dire, selon les BPF de l'UEMOA, la classification des salles va nécessiter des comptages des particules réguliers parce qu'on veut s'assurer que notre zone de production rencontre des exigences. Donc, on va faire une surveillance de toutes ces zones-là. Ce n'est pas laissé au hasard. Donc, ça, les fabricants le savent, c'est décrit dans les BPF et qu'ils sont au courant. Donc, tous les jours, on doit s'assurer que nos salles rencontrent les exigences réglementaires. Si c'est une classe A, il faut que tous les jours, la salle soit de classe A. C'est ça qu'on veut dire. Il n'y a pas une seule journée où ce n'est pas classe A. Comprenez? Donc, c'est ça qu'on veut prioriser. Ensuite, on veut aussi avoir le niveau particulier et microbiologique de cette salle-là. Tantôt, on a vu que la classe A doit avoir moins de 1 UFC de microbes, alors il faut que tous les jours, ça soit moins de 1 UFC de microbes par jour. C'est ça qu'on appelle maintenir le niveau de conformité de ces zones de production. Ensuite, il doit y avoir des suivis des paramètres environnementaux, pression différentielle, température, humidité. Pourquoi la pression différentielle? Parce que lorsqu'on fait une cascade de pression dans une zone de production, c'est-à-dire que la cascade de pression, c'est qu'on va varier les pressions de différentes salles parce qu'on ne veut pas avoir la contamination croisée. Donc, on va isoler certaines salles par rapport aux autres. Donc, ça permet de définir ce que nous appelons une cascade de pression. Alors, il faut maintenir ces cascades de pression-là pour maintenir la pression différentielle entre les salles. Donc, si une salle est de pression négative et que l'autre est positive, qu'est-ce qui se passe? Donc, la positive va aller dans la négative. C'est ça, ça veut dire qu'il y aura appel d'air du positif vers le négatif. Il y a deux salles qui sont adjacentes et qui sont positives, les deux salles sont positives, cela dit que l'air se balance, donc il n'y a pas d'appel d'air. Par contre, si il y a une salle qui est débalancée par rapport à l'autre, il peut y avoir appel d'air, donc ce qui va entraîner la contamination croisée, si ce n'était pas le design de départ, bien sûr. Donc, c'est très important de veiller à ce que on ait ce changement d'air-là. Donc, ensuite, il y a la décontamination, il y a la documentation qui doit être complète et revue. On doit être capable de revoir les tendances
Parce que puisqu'on prend des données de pression, d'humidité, etc., on doit savoir si la pression baisse ou augmente, si la température baisse ou augmente, ou si l'humidité baisse ou augmente. Donc, ce sont des vérifications et de la documentation qu'on fait à ce niveau-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart entre ce qui est souhaité et ce qui arrive en réalité. Donc, le flux d'air et cascade de pression font partie donc du design de ces salles-là. Donc, on revient encore une fois au niveau du flux unidirectionnel pour le grade A, renouvellement d'air suffisant dans tous les grades. Il doit y avoir cascade de pression différentielle entre les zones adjacentes. Donc, ici, par exemple, on donne 15 à 20 pascal. Pascal, c'est l'unité de pression, hein. Donc, Pascal pour la pression entre les différentes salles. Donc, cette classification est stricte et ça vise à garantir la qualité et la sécurité des produits stériles fabriqués dans l'espace UMOA en réalisant donc les risques de contamination, en réduisant, pardon, les risques de contamination, n'est-ce pas, particulière et microbiologique. Donc, c'est très important de veiller à ce que nous rencontrons ces exigences-là. Donc, au niveau de la conception des zones, aseptique et flux des matériaux et du personnel. Donc, c'est important d'avoir en tête le concept de barrière. Ça prend toujours des barrières et aussi le principe donc de marche en avant et de zonage et classification. En fait, la conception des zones aseptiques et la gestion des flux des matériaux et du personnel sont des éléments critiques pour garantir la stérilité des produits pharmaceutiques. Par contre, je dirais qu'en effet, les BPF de l'UMOA va établir les exigences précises dans ce domaine-là. OK? Donc, ce qui fait que les principes fondamentaux de conception, euh, on peut les énumérer, hein, c'est ce que vous voyez là. Il y a le concept de barrière. En fait, le concept de barrière, c'est juste la séparation physique entre les différentes zones de classification. On l'a vu tantôt. Et puis, la protection graduelle des zones, donc les plus critiques, par des zones de classification intermédiaire. Donc, on va du plus critique à moins critique, etc., etc. Donc, tout ça dépend de l'activité, en fait, hein. Donc, et puis, il y a la mise en place donc, des SAS pour les transitions entre les zones de différentes classes. Par exemple, si j'ai une classe D à côté de classe A, donc je vais mettre un SAS entre les deux pour ne pas créer une contamination croisée. C'est ça, ça veut dire. Donc, en bout de compte. OK. Donc, euh, c'est ça. Et l'autre élément qu'on va voir, c'est la conception donc, spécifique des zones aseptiques. Évidemment, ici, on va voir que les surfaces, les murs, tout ça là doit être lisse, non poreuse, sans recoin, sans fissure. Donc, on veut que notre salle, les murs de la salle d'opération, la salle des opérations pharmaceutiques et de production des stériles soient lisses, non poreuses, c'est-à-dire que les salles ne doivent pas constituer, les murs de ces zones-là ne doivent pas constituer, ne doivent pas être une source de contamination. C'est ça que je veux dire. Donc, ces murs-là ne doivent pas générer des particules qui vont se retrouver dans le produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit lisse, non poreuse et puis pas de recoin où peut s'accumuler des poussières, etc., etc. Donc, on a des angles arrondis dans ces salles-là. Et puis, au niveau des matériaux, résistance aux agents de nettoyage et de désinfection, évidemment, on sait que les agents de nettoyage, des fois, ça peut être corrosif, ça peut détruire beaucoup de choses, ça peut décolorer, ça peut décaper, etc. Donc, le choix de ces matériaux-là est très important et ça va, encore une fois, rencontrer les exigences donc, de nos opérations. Les jonctions, donc je viens de le dire, il faut arrondir les angles des murs et puis voilà, s'assurer que le sol, les plafonds, tout ça là, soit conçu de façon à faire le nettoyage adéquat. Donc, ce sont des principes de base, hein. On avait vu déjà au niveau des bonnes pratiques
de façon générale, mais aussi euh, accentué ici par rapport aux produits stériles. Donc, les plafonds sont étanches avec des joints silicone pour les infiltrations, etc., etc. Donc, bref, on prend des précautions nécessaires pour éviter la contamination provenant donc de l'environnement direct où se manipulent les produits, etc. Donc, ce sont des portes automatiques aussi avec indication de la classe D, etc., etc. Bon, à défaut des portes automatiques, on peut avoir quand même d'autres portes, hein, mais idéalement, ça prend des portes automatiques pour éviter que les opérateurs manipulent les portes. Quand on manipule les poignées des portes, souvent, il faut les nettoyer, sinon on peut vite disséminer les microbes, ça devient une source de contamination. Donc, les fenêtres, etc., normalement, dans une zone, dans une usine de fabrication, il n'y a pas de fenêtre. Donc, seul au niveau des bureaux, on peut avoir des fenêtres et encore, il faut éviter de les ouvrir à cause des parasites. Donc, on ne veut même pas avoir des parasites en place. Donc, éviter on parle de double vitrage, etc., etc. Donc, oui, il peut y avoir des fenêtres vitrées, mais les fenêtres ne s'ouvrent pas et il n'y a pas d'ouverture possible vers l'extérieur pour les fenêtres. Donc, c'est c'est assez particulier, assez difficile, enfin difficile, non, contraignant, oui, de mettre en place tout ça et vous comprenez que ça va coûter un peu cher lorsqu'on va faire de l'investissement au niveau des stériles. Donc, mais en bout de compte, on veut assurer la qualité du produit et puis la sécurité du patient, qui sont des éléments essentiels à observer, ce qui fait que c'est très important de mettre en place ces bonnes pratiques, donc des produits stériles. Au niveau des systèmes techniques, c'est-à-dire les services, les utilités, comme certains l'appellent, euh, donc, ça va nous prendre de l'énergie, bien sûr. L'énergie, c'est le nerf de la guerre, souvent en Afrique. On ne peut pas faire ce genre d'opération lorsqu'il y a des délestages une fois par jour, hein, oubliez ça. Donc, vous avez vu tantôt qu'on doit maintenir le niveau de classification des zones tous les jours. Alors, s'il n'y a pas d'électricité une journée, donc tout l'effort est complètement anéanti. Donc, vous êtes obligé de recommencer, de requalifier votre salle, etc. Ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sous. Et je ne crois pas que l'entreprise sera viable lorsqu'il n'y a pas de l'électricité, du courant en continu. Alors ça, c'est un appel que je lance ici à tous les pays africains. Si vous voulez avoir un développement industriel, mais il faut commencer par mettre en place de l'énergie. Il faut que l'énergie soit disponible 24 heures sur 24 et non-stop. Et en bonne quantité aussi, parce que c'est ça qui va soutenir la croissance industrielle de ces pays-là. Sans énergie, sans l'électricité, il n'y a rien qui va se passer. OK? Ou alors, on va le faire, mais bon, un jour on produit, l'autre jour on ne produit pas, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas, économiquement parlant, pour une entreprise, c'est pas viable. Donc, il faut avoir une source d'énergie fiable et continue. OK? Ensuite, le traitement d'air. Il faut que, bon, vous avez vu que le traitement d'air ne va pas se faire avec de l'eau, hein, ça prend de l'énergie pour traiter l'air. Donc, pour avoir le niveau de conformité qu'on exige au niveau des classifications des salles, donc il faut avoir des filtres pas adaptés pour les eaux. Il faut faire des surveillances de pression et le taux de renouvellement d'air doit être élevé, donc minimum 15, maximum 25 dans les salles. Ça prend un flux laminaire, vertical ou horizontal, peu importe, mais tout ça, s'il n'y a pas d'énergie, c'est difficile à maintenir. OK? Ensuite, un système d'eau. Là aussi, ça prend un système d'eau potable, hein. Ça, c'est un qui sert d'alimentation pour le système de filtration de l'eau, puisque l'eau ici est purifiée pour faire du stérile, soit par l'osmose inverse ou soit par radiation ionisante, c'est-à-dire la filtration et puis les rayons X.
Donc, ça aussi, ça prend de l'énergie. C'est pour ça que j'ai mis l'énergie en premier. Donc, toutes les machines, finalement, vont utiliser de l'énergie, de l'électricité pour produire, ça, pour maintenir notre usine de fabrication. Alors, si il n'y a pas d'énergie, c'est sûr que les autres ne suivront pas. Donc, le système d'eau, on va assurer une distribution en boucle, en circulation continue. Donc, si on dit circulation continue, cela dit qu'il faut avoir de l'électricité en continu, encore une fois. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait la formation des biofilms dans les tuyaux. Okay? L'eau ne doit pas stagner dans les tuyaux. Donc, c'est pour ça qu'on a un système de circulation d'eau continue. Donc, tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'arrêt. S'il y a arrêt, c'est parce qu'on fait un nettoyage du système d'eau. OK? Donc, c'est ça. Les points d'utilisation sont conçus de façon spécifique pour éviter la contamination croisée. Et tout ça, c'est validé, hein. Il faut que ça soit qualifié, bien sûr. Ensuite, on va voir les fluides et puis les gaz. Évidemment, il y a certaines manipulations qui vont exiger des gaz. Déjà, au niveau du remplissage ou de l'emballage, on a besoin de l'air comprimé. Donc, l'air comprimé peut-être pour nettoyer, pour souffler, etc., etc. Donc, il y en a qui vont utiliser d'autres gaz pour faire leur manipulation, etc. Donc, ça prend un système de filtration euh, de gaz, la filtration terminale pour tous les gaz en contact avec le produit. Ça, c'est une exigence. Système de détection d'intégrité pour les filtres critiques, etc., etc. Donc, c'est très exigeant de fabriquer des stériles avec tous ces paramètres-là. Au niveau donc des flux de matériaux, on va voir que l'entrée des matériaux va se faire par des sas de transfert avec double porte. C'est pour éviter la contamination croisée. Ça va nous prendre un système de transfert dédié pour certains éléments critiques. OK? On doit nécessairement mettre en place des procédures de décontamination des contenants externes, etc., etc. Donc, ce sont des éléments très spécifiques à mettre en place. Il y a aussi la circulation interne, comment on circule de façon interne avec les outils, avec les chariots dédiés par zone. On doit pouvoir identifier de façon claire les statuts, les équipements, des produits. Est-ce que c'est stérilisé, à stériliser ou alors c'est en quarantaine, etc., etc. Bref, ça, c'est les bonnes pratiques de fabrication classiques, quoi. Donc, mais on doit les mettre en place. Donc, on doit être capable de séparer physiquement ou temporellement les flux selon les statuts aussi. Donc, ce sont des choses que nous devons mettre en place. Et aussi la gestion des déchets, très important. Il faut être capable de gérer les déchets parce qu'on voit qu'on ne veut pas, non seulement on ne veut pas contaminer nos produits puis notre environnement, mais il ne faut pas aller contaminer l'environnement extérieur non plus. Donc, d'où une gestion rigoureuse donc, des déchets de production, etc., etc. Euh, Au niveau des transferts, donc on va voir qu'on met en place un système dynamique de transfert à travers des SAS, donc AR ou alors le Restricted Access Barrier System, les RAS qu'on appelle généralement. Donc si on ne travaille pas avec les RAS, on peut travailler avec les isolateurs. Donc ce sont les deux techniques qu'on va prioriser au niveau de la contamination. OK? La stratégie la stratégie de contamination, d'assurer la stratégie de, comment je veux dire, pas de contamination, mais de lutte contre la contamination, en fait, pour pallier à la contamination croisée. On met des systèmes en place pour éviter que on soit à risque au niveau de nos transferts des matières. Donc, il y a aussi le système de transfert rapide. Donc, c'est un système à UV, système de transfert rapide avec désinfection. Vous voyez, parce que lorsqu'on passe une matière d'un endroit A vers un endroit B, donc il faut s'assurer que les deux zones ne se touchent pas, les deux airs soient isolés par un SAS. Donc, on a des ports dédiés qui permettent de faire ce genre de transaction. Et au même moment où on fait la transaction, on peut faire la stérilisation en même temps. Donc, c'est très,
très développé ce genre de procédé et que c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il y a les systèmes clos. Donc, c'est ça, les isolateurs qui sont de grade A habituellement. Et ces isolateurs-là de grade A sont dans une zone de classe B, comme on l'a vu tantôt. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça permet de circonscrire notre produit dans un environnement spécifique donné et que cet environnement ne soit pas en contact avec l'extérieur ou avec le professionnel qui fait la manipulation. Donc, ce sont des techniques qui sont là, qui sont assez performants pour faire la production donc, des stériles. Donc, c'est très, très, très avant-gardiste comme procédé et que c'est ce que la plupart des entreprises ou des entreprises pharmaceutiques, je vais dire, de production pharmaceutique vont utiliser pour assurer la qualité et puis la conformité donc, de leurs produits. Au niveau donc des flux, donc on va voir que ce soit le personnel ou la matière première, etc., donc on a des flux dédiés. Et spécifiquement pour le personnel, on va avoir les vestiaires, on va avoir les cascades de pression, tout ça là, c'est pour éviter que les gens se croisent les matières et puis contaminent les matières, etc., etc. Donc, il va y avoir une séquence progressive des vestiaires correspondant aux différentes classes d'air, donc des zones dites noires, zones grises, zones blanches, parce que on parle de salle blanche. C'est pas parce que c'est peint en blanc, mais c'est parce que c'est la qualité de la salle qui fait qu'on dit blanche. Et ici, je devais inviter cette terminologie-là. Pourquoi zone noire, gris, blanc? Zone noire parce que c'est sale. Donc, ça a connotation raciste quand même. Mais bon, c'est juste, c'est juste une parenthèse. Donc, je crois que pour la prochaine fois, je vais changer de terminologie à ce niveau-là. Donc, les zones qui ne sont pas propres, moyennement propres, et puis les zones propres. Donc, c'est mieux par rapport à ça. Donc, on va avoir des bancs ou lignes de démarcation entre les zones. Donc, on essaye d'avoir une cascade des zones à ce niveau-là. Donc, au niveau des équipements, ben, il faut que les équipements soient dédiés par zone, etc. aussi, et que chaque grade avec sa combinaison de vêtements ou d'équipements, etc., et puis les techniques qui sont là. Par exemple, au niveau de classe BA, donc on va s'habiller de façon intégrale, de la tête aux pieds. Donc, on travaille avec les uniformes de travail qui sont des combinaisons stériles d'abord, parce qu'on ne veut pas contaminer le produit. Des souliers, des chalotes, des cagoules, tout ça là, c'est stérile et c'est dédié à la zone de classe A, par exemple. Donc, c'est très contingenté, c'est très strict, même au niveau de l'habillement des opérateurs. Donc, dans certaines salles, on va avoir un nombre limité de personnes qui vont y accéder parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup de monde. Vous avez vu, on a vu le taux particulier au niveau de sa grade. Donc, pour maintenir, par exemple, la classe A, pour maintenir les particules dans cette classe A, il ne faut pas avoir beaucoup de gens, soit une ou deux personnes, parce qu'il va y avoir les équipements aussi qui vont tourner. Donc, il y a limitation de nombre maximal des personnes autorisées, il y a limitation des mouvements qui sont requis dans les zones classifiées. Il y a aussi restriction d'accès basée sur la qualification et la formation. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas aller dans ces zones-là. Et aussi, il y a une surveillance du comportement aseptique par des superviseurs formés. Donc, c'est très strict au niveau de ces zones-là. Et on ne peut pas tout faire. On ne va, c'est pas un marché, en fait, en tout cas. Donc, on s'assure de suivre les règles des bonnes pratiques de fabrication. Donc, encore une fois, le système de contrôle et surveillance, bon, ben, on va mettre le système électronique en place parce qu'on ne veut pas justement que ça soit un marché ouvert où tout le monde rentre et sort comme bon lui semble, etc., etc. Donc, ça va être sécurisé, l'accès va être contrôlé, n'entre pas qui veut. Donc, d'abord, il faut que tu sois formé, il faut être euh, peut-être oui, il faut être formé et puis initié
à participer à ce genre à ce genre de manipulation, etc., etc. Donc, c'est très important que les gens aient ce niveau de formation-là. Ensuite, il va y avoir les autres éléments, le monitoring environnemental, la supervision par caméra, la décontamination des registres de travail, etc., etc. Donc, tout ça fait qu'on va assurer un certain niveau de confiance pour ces zones-là grâce à la documentation, grâce à la surveillance, grâce à aux analyses, aux tendances. Donc, par rapport aux données qu'on recueille, que ce soit la pression, la température, euh, ou alors la pression, la température, et puis quoi? L'humidité. Donc, ce sont des éléments que on doit pouvoir être capable de surveiller en temps et heure. Vous voyez, donc c'est très important de faire le suivi. Euh, au niveau de, euh, au niveau de, comment on appelle? Euh, un instant, ok, ici, le live, ok. Je crois que j'ai été déconnecté au niveau de TikTok. Donc, je vais devoir faire ceci. Euh, un instant, ça sera pas long. Ça, c'est toujours mon problème avec le TikTok. À un moment donné, ça, ça se ferme. Donc, je vais redémarrer et puis on sera bon. Ça sera pas long. OK. J'ai pas vu venir cette fois-ci. Donc, c'est ça au niveau des systèmes de contrôle et de surveillance. Les éléments à observer. C'est très important d'assurer le maintien donc, de notre conformité parce que je ne veux pas, c'est ça qui va déterminer euh, la conformité donc, de, des produits et puis au niveau des patients. Donc, ça va assurer un certain niveau de confiance, etc. Donc, cette conception rigoureuse donc, et la gestion stricte des flux vise à minimiser les risques de contamination croisée et à maintenir l'intégrité des zones aseptiques tout au long donc, du processus de fabrication. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir ce genre euh, de contrôle au niveau des procédés, au niveau des salles et au niveau de la conception. Euh, donc, aussi, on doit pouvoir être capable de nettoyer, hein, de désinfecter le sol ou, euh, je veux dire, les équipements, etc., etc. Donc, la désinfection va tuer donc les bactéries sur les surfaces ou les objets grâce à l'utilisation de produits chimiques. La désinfection se fait après le nettoyage d'une surface, évidemment. Donc, cette désinfection est très, très importante au niveau de certaines zones et que on doit s'assurer qu'il n'y a pas, puisqu'on veut avoir un environnement stérile, de l'air stérile, etc., la stérilisation du produit. Donc, on doit veiller à ce que ça soit fait. Donc, la désinfection des zones d'atmosphère contrôlée est particulièrement importante. Ces zones doivent être nettoyées fréquemment et de façon approfondie, conformément donc à un programme écrit avec des procédures, bien sûr. Donc, une surveillance microbiologique régulière est réalisée en vue de détecter l'émergence des souches résistantes de micro-organismes, étant donné que leurs efficacités limitées, la lumière ultraviolette ne doit pas être utilisée à la place des désinfectants chimiques. Donc,
Voilà. Et au niveau de la désinfection, on va voir que ici, vous avez vu par rapport aux normes microbiologiques, je sais qu'on l'a vu déjà, mais c'est un tableau qui va illustrer de façon claire ce qu'on a déjà vu au niveau de la contamination microbiologique de chaque classe. OK, A, B, C, D, on a vu inférieur à 1, 10, 100 et 200. Donc ça vient confirmer au niveau de la désinfection quel niveau de propreté on doit avoir au niveau des différentes salles. Donc, que ce soit par échantillon d'air ou alors par boîte de pétri ou alors gélose de contact ou alors empreinte à des 5 doigts, puisque souvent on dit que l'humain est la source primordiale de contamination. Donc, si l'humain est la source primordiale de contamination, donc on fait les tests des 5 doigts aussi pour voir si on a des bactéries sur nos mains, tu vois. Donc, ça, ce sont des vérifications qui se font pour assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée. Donc, c'est très important de faire ce genre de suivi. Au niveau des techniques de stérilisation, je vais aller rondement. Donc, ici, il y a différentes sortes, hein. Ça dépend quelle stratégie on va choisir. Donc, il y a la stérilisation par la chaleur, il y a la stérilisation humide, il y a la stérilisation sèche, la stérilisation par radiation, la stérilisation par l'oxyde d'éthylène, la stérilisation par filtration et la stérilisation par peroxyde d'hydrogène. Tout ça, ce sont des techniques de stérilisation qui existent. Euh, est-ce qu'une méthode est bonne plus que l'autre? C'est pas ça la question qu'il faut se poser, l'essentiel, puisque chaque méthode est dédiée à des produits spécifiques. Donc, selon le produit sur lequel on travaille, on va choisir telle méthode par rapport à l'autre, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, rapidement, au niveau de la stérilisation par la chaleur humide, donc vous voyez que les paramètres sont là. Ça prend une température généralement qui va atteindre les 121 degrés Celsius, pression typiquement à 2 bars. Le temps d'exposition, c'est de 15 à 30 minutes. Et la quantité de la vapeur, ça doit être saturation, absence de surchauffe. Vous voyez, ça, ce sont les conditions pour avoir une stérilisation humide. Et généralement, on va utiliser un autoclave. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un autoclave. Donc, c'est la stérilisation par la chaleur humide. Euh, on utilise souvent dans les hôpitaux, chez les dentistes, etc., etc. C'est ce qui est généralement connu, hein, l'autoclave. On va dire faire de l'autoclavage, etc., etc. Donc, ça, c'est connu, c'est très, c'est très répandu, je veux dire. Ensuite, il y a la stérilisation par la chaleur sèche. OK? Cette stérilisation, cette stérilisation va, cette stérilisation par la chaleur sèche, donc, c'est-à-dire qu'on va propulser de l'air chaud en circulation forcée. Donc, c'est ça, ça veut dire. Donc, généralement, la température atteint les 160 voire 180 degrés et que le temps d'exposition, c'est supérieur à 2 heures. OK. Et pour 160 degrés, 1 heure pour 170 degrés. Donc, distribution homogène de la chaleur. Ça, c'est ce qui va avoir, c'est ce que nous devons avoir comme caractéristique pour la stérilisation par la chaleur sèche. Je donne des principes généraux et puis les paramètres critiques. Donc, je ne rentre pas dans les fonctionnements, etc., puisque je crois qu'on a dépassé largement les 1h30 de formation. Donc, euh, je vais aller rapidement. Ensuite, il y a la stérilisation par radiation. Il parle de radiation, donc parle de rayonnement gamma. Donc, la stérilisation par radiation est utilisée principalement pour la stérilisation de matières et produits sensibles à la chaleur, justement. Donc, si on ne veut pas dénaturer le vaccin ou alors quoi que ce soit, on va utiliser les radiations.
pour faire la stérilisation. Donc, ce sont des doses absorbées, donc durant un temps d'exposition donné qui va, grâce à la densité de configuration du chargement. Donc, tout ça, c'est paramétré à l'usine et puis dans le laboratoire où on fait la stérilisation par radiation. Donc, en fait, c'est comme si c'est euh, de la radioactivité, quoi, donc, qui permet de faire ça. Donc, ce sont les rayonnements gamma qu'on va utiliser. Ensuite, il va y avoir la stérilisation par les gaz. OK, ici, c'est le paramètre critique. On va parler de concentration du gaz qui est de l'ordre de 400 à 1200 mg par litre, des températures idéales pour faire ce genre de manipulation 30-60 degrés, l'humidité relative 40 à 80%, temps d'exposition 2 à 6 heures. Donc, le dégazage post-stérilisation est très, très important pour ne pas avoir les gaz d'éthylène, d'oxyde d'éthylène en pleine face ou dans le nez. Donc, le peroxyde d'hydrogène vaporisé aussi peut être utilisé. Vous voyez, donc, ce sont des techniques de stérilisation terminale de certains produits que nous vous montrons ici. Pour finir, donc, c'est la stérilisation par filtration. Donc, par filtration, on peut aussi avoir euh, des produits qui sont stérilisés. Euh, Donc ici, on va retenir donc toutes les particules physiques des micro-organismes. Donc ça prend des filtres dont la taille des pores est de l'ordre de 0,22 microns, donc nominal ou inférieur. Donc, et que le filtre doit être compatible aux réactions chimiques, à certains produits chimiques. Donc, ça se passe sous pression. Il y a une pression différentielle entre les deux, donc avec un débit et durée de filtration assez connus. Il y a aussi, souvent on va utiliser le TR, comment je vais dire ça? TFF, c'est le nom habituel, Tangential Filtration Flow, donc Tangential Flow Filtration plutôt. Donc, c'est la filtration à flot tangentiel. Bon, en tout cas, je traduis à ma façon. Donc, ça permet de faire la filtration, la stérilisation par filtration. On retient donc les particules, les micro-organismes qui sont retenus par le filtre et le liquide passe à travers le filtre. On recueille un liquide stérilisé en bout de ligne. Donc, c'est ça par rapport à la filtration. Maintenant, le procédé aseptique lui-même. Alors, vous comprenez que au niveau du procédé aseptique, ça prend un ensemble de techniques qui vont permettre de maintenir la stérilité des produits tout au long donc, du processus de fabrication. Donc, les procédés aseptiques seront appliqués donc, aux produits qui ne peuvent pas être stérilisés dans leur conditionnement final. Donc, c'est normal de travailler de façon aseptique du début à la fin. Et ça, j'avoue qu'il faut être rigoureux, il faut être assez, comment dirais-je, travailler de façon consciencieuse pour ne pas contaminer le produit d'un bout à l'autre. Donc, c'est très important. Et cela va concerner donc principalement les produits thermosensibles, biologiques et certaines formes pharmaceutiques en particulier. OK? Donc, le procédé aseptique donc, va prévenir l'introduction des micro-organismes et des particules donc, dans le système ou dans le produit. Donc, va empêcher la croissance microbienne aussi dans le produit et va maintenir l'intégrité des barrières stériles. Donc, ce sont des éléments essentiels des gestes qu'on va poser, etc., de façon délicate pour assurer la reproductibilité du processus de fabrication. Donc, on ne veut pas que les produits soient contaminés en bout de ligne. Donc, on va prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité du produit.
Donc, quelques composantes. Ici, je dirais que pour le procédé aseptique, on va d'abord parler donc de la préparation donc des composants et matières premières. Ça, c'est très important parce qu'on a vu tantôt que ça se passe dans des grades euh, CD, tout ce qui concerne la préparation des matières premières, etc. Euh, où on va faire peut-être des conditionnements avec des méthodes de stérilisation qu'on a vues, chaleur sèche ou alors chaleur humide, ça dépend du produit, et que le transfert va se faire donc dans des zones aseptiques via des systèmes de transfert validés. On peut avoir des expositions minimales dans l'environnement de grade B, A, vérification de l'intégrité post-stérilisation, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui sont là, qui permettent de travailler de façon aseptique. On va avoir une double filtration, etc., pour certains produits, nommer-les, etc., etc. Ensuite, il y a la manipulation elle-même, la manipulation aseptique. Généralement, la manipulation aseptique va se passer dans des zones critiques, donc de grade A comme on l'a vu, donc grade A pour les manipulations critiques aseptiques. Donc, on va mettre toutes les dispositions en place pour assurer aussi l'opération qui assure ou qui garantissent la stérilité et l'aseptie donc, de cette zone-là. C'est très important d'avoir euh, ce niveau de propreté au niveau des zones de classe A. Ensuite, les technologies de protection, évidemment, on va parler des API, là, des équipements de protection individuelle. Ça, il y en a ça. Et puis, il y a les isolateurs aussi, qui vont permettre de protéger le produit. Donc, comme son nom l'indique, ces isolateurs isolent le produit donc, dans une classe A par rapport à une classe ou zone adjacente qui est B, généralement. Donc, ce qui va nous permettre de faire certaines manipulations donc, qui sont très spécifiques et qui sont à haut risque. Donc, ici, on va utiliser soit le RABS, RABS, le Restricted Access Barrier System, ou alors les isolateurs. C'est deux techniques différentes, mais qui font le travail pareil, donc qui permettent d'isoler et de faire le travail dont on a besoin. Ensuite, il y a le remplissage aseptique. Donc, vous voyez comme ça, on vient tranquillement vers la production finale de notre produit. Donc, l'acception, je veux dire l'acception, le remplissage aseptique, donc, généralement, va se dérouler dans une classe A, dans une classe B, je veux dire. Donc, des fois, c'est automatisé, des fois, non, des fois, c'est manuel, etc. Mais en tout état de cause, c'est classe B. OK? Donc, qui permet de faire ce genre de remplissage. Donc, euh, lorsqu'on termine le remplissage, ça prend le bouchage ou le scellage. Donc, ça va se réaliser dans une zone de grade A, donc parce qu'on ne veut pas du tout avoir de contamination à cette étape-là. Donc, on va vérifier l'intégrité du scellage, on va vérifier le bouchon, etc. S'il n'y a pas de fuite, on va éviter les fuites, etc., etc. Donc, tout ça devait être validé, hein, donc, puisqu'on est en pharmaceutique. Ensuite, c'est ça, le procédé de validation aseptique, la qualification du personnel et puis la surveillance aseptique. Donc, ce sont les éléments caractéristiques donc, d'un procédé aseptique qu'on peut définir sous forme de composantes qui vont rentrer dans la manipulation elle-même. Donc, si on fait une production aseptique, il faut s'assurer que tous ces éléments-là soient rencontrés et que toute la ligne de production finalement, on ait des éléments clairs pour assurer la conformité de notre ligne de production, éviter la contamination croisée, etc., etc. On a vu qu'il y avait qualification du personnel. OK? Donc, je vais dire un mot sur ça, la qualification du personnel, parce que
Le nombre de personnes présentes dans les zones d'atmosphère contrôlée est contrôlé, si vous, si vous voulez. Donc, il n'entre pas qui veut, on l'a déjà dit. Donc, le nombre doit être réduit minimum. Ceci permet d'éviter donc la contamination croisée et ceci est particulièrement important lors des fabrications aseptiques. Les inspections et les contrôles doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer de l'extérieur de cette zone-là. Donc, toutes les personnes, hein, y compris le personnel de nettoyage et d'entretien employés dans ces zones, reçoivent régulièrement une formation portant sur les méthodes de travail, les techniques de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques stériles, incluant l'hygiène et les éléments de base en microbiologie lorsque des personnes extérieures non formées doivent intervenir. Ça, c'est évident. Donc, les vêtements, la qualité euh, des vêtements doit être adaptée donc à chaque zone. Donc, c'est important vous voyez un peu sur la figure comment les gens sont habillés. Donc, c'est pour éviter toute contamination de leur part et de transférer les micro-organismes des humains vers le produit. Et les zones d'habillage sont dédiées, donc on s'habille convenablement de la tête aux pieds, du pied à la tête, donc tout est couvert là avec des vêtements, des gants, des couvre, des cagoules, tout ça là c'est stérile pour pouvoir rentrer dans la zone de production. Et on va faire quelques contrôles de qualité en bout de ligne au niveau des tests de stérilité. On va vérifier grâce à des méthodes de référence et aussi utiliser certaines exigences d'échantillonnage et aussi des conditions de réalisation qui seront définies à travers des procédures. Donc, le contrôle qualité et la libération des lots constituent l'étape finale cruciale pour garantir donc la conformité des produits stériles aux exigences des BPF de l'UEMOA. Ce processus va impliquer une série de tests spécifiques et une revue documentaire rigoureuse. Vous voyez, donc tout ça font partie donc du système qualité donc de l'entreprise. Et c'est important de le souligner car ça permet d'avoir une certaine assurance au niveau de la fabrication. Donc, les tests de stérilité, ce n'est pas au hasard. Donc, c'est très important de les faire. Et c'est pour ça qu'on parle de la production ou de la fabrication des produits stériles. Exactement. Donc, quelques méthodes autorisées, bon, on va pas aller dans les détails, mais c'est juste savoir qu'il y a les tests de l'humulus amebocyte lysate, donc, qui est d'ordre quantitatif. Donc, c'est un test qui est fait en bout de processus de stérilisation pour savoir si on est conforme avec les paramètres de stérilisation ou pas. Donc, on a des limites selon la voie d'administration. Donc, on devait avoir 0,5 UE par ml pour intra-técal et puis 5 unités équivalentes. Donc, UE, c'est unité équivalente pour les intraveineux parce qu'on ne veut pas créer de la septicémie chez les gens. Donc, on va être capable de limiter ce genre d'endotoxines et de pyrogènes qui seront injectés donc, dans le système euh, organique. Donc, c'est quoi les endotoxines? Les endotoxines, ce sont des molécules complexes composant de la paroi de certaines bactéries, donc de grammes négatives. Ceux qui ont fait la microbiologie savent de quoi on parle. Donc, ces molécules libérées lors de la manipulation ou la multiplication des bactéries ou de la destruction des bactéries persistent longtemps dans l'environnement et résistent donc à de nombreux agents chimiques ou physiques. Donc, c'est pour ça qu'on doit les tester en bout de processus de fabrication. Et il y a aussi les pyrogènes. Les pyrogènes, ça consiste donc en un groupement
chimiques hétérogènes de composés causés par des bactéries, des virus, des champignons ou le matériau lui-même, donc qui provoque une augmentation de température, réaction ardente chez l'être humain ou animal. Donc, les échantillons prélevés des essais sont stérilisés et stérilisés doivent être représentatifs de l'ensemble donc de la production. Donc, c'est ça qui fait foi. Donc, il y a aussi le test MAT. Le test MAT, c'est un monocyte activation test. Donc, il y a le test pyrogène sur lapin pour certains produits spécifiques. Donc, voilà quelques tests de fin de stérilisation qu'on doit faire pour s'assurer que le produit rencontre les exigences voulu. Donc, ce qui nous amène vers la conclusion pour aujourd'hui. Donc, les bonnes pratiques de fabrication pour les produits stériles établies par l'Union économique et monétaire ouest-africaine constituent en fait un cadre réglementaire africain un cadre rigoureux et complet visant à garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments stériles produits dans nos régions, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que si on doit retenir un point essentiel, donc savoir que l'impact, savoir que euh, l'impact sur la santé publique euh, eh bien, les bonnes pratiques de fabrication en ont un. Donc, et que la mise en œuvre effective donc, des BPF pour les produits stériles dans l'espace représente un enjeu majeur de santé publique. OK? Donc, c'est important de s'assurer que, un, on ait une approche fondée sur le risque lorsqu'on met en place le système des PPF donc pour les produits stériles. Toujours faire son analyse de risque pour éviter des non-conformités. Ensuite, faire une harmonisation des standards donc, par rapport à l'international. Il faut être curieux. Il faut aller visiter les autres standards pour voir ce qu'ils font. Ensuite, avoir un système qualité intégré en place, c'est toujours de bonne augure d'avoir ce genre de système bien étoffé. Et enfin, évidemment, assurer la formation et la qualification du personnel. Donc, ce sont les éléments que je voulais qu'on retienne aujourd'hui pour ce live du jeudi qualité. Donc, voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci beaucoup pour avoir suivi ce live du jeudi qualité. J'avoue que j'ai dépassé le temps. Ça a été long, mais il y avait beaucoup de matière à parler. Je ne peux pas tout dire. Je n'ai pas tout dit non plus. Sinon, on passera toute la journée à discuter donc des systèmes qualité ou alors de la production aseptique. Mais tout compte fait, nous avons effleuré la plus grande partie et que ces éléments apportent plus de lumière que d'autres pour vos développements professionnels. Donc, voilà. Pour rappel, je vais juste signaler que nous avons notre prochain atelier, troisième édition, technique de production pharmaceutique dans le thème et transfert de technologies, prévu pour les 29, 30 et 31 octobre 2025 à Lomé au Togo. Donc, c'est un rendez-vous. On vous attend. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre des questions parce que nous avons largement dépassé le temps. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci de vous être libérés pour suivre ce live et puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.